Bienvenue à tous. Merci au DevFest de donner la parole à un électronicien. C'est rare. Voilà, moi je suis électronicien, je ne suis pas informaticien. Je suis électronicien passionné d'électronique et passionné d'informatique aussi. Donc maintenant je travaille dans une société qui s'appelle Sense, éditeur de la base de données Warten. Et finalement, un électronicien pour faire de l'IoT, c'est très utile. Je vais vous montrer. C'est un projet très local, vraiment très local. Dans un rayon de 5 km, il y a tous les acteurs. Il y a le client, Amzer, qui veut lancer son offre Amzer Connect. Il y a Sense, et au bout de la rue, il y a Beable, qui est capable de faire des très belles IHM et des très beaux sites web pour les clients. Grossièrement, Amzer, c'est un fabricant de pompes à chaleur. Pompe à chaleur haut de gamme. Une pompe à chaleur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un frigo, un gros frigo, dont la porte serait ouverte dehors pour refroidir l'air, et le radiateur serait dans votre maison pour réchauffer. Donc grossièrement, c'est un gros compresseur énorme, des échangeurs, et on arrive à produire 8 kW de chaleur en consommant 2 kW d'électricité. Voilà, une pompe à chaleur, c'est ça. Alors, il y a 20 ans, c'était super simple, une pompe à chaleur. Et de nos jours, comme presque toutes les industries, il y a grosse complexification. Il y a un automate, il y a 500 variables et paramètres. Bref, c'est devenu vraiment compliqué, vraiment complexe, l'asservissement d'une pompe à chaleur. Et ils ont voulu, dans une démarche très intéressante, qui consiste à ne pas remplir les déchetteries, ils font des produits durables. Et ils veulent faire une garantie de 10 ans. C'était ça leur objectif. Ils l'ont fait, ça y est, c'est sorti le produit. Une garantie 10 ans, pour ça, il faut qu'ils puissent observer leur système. Il faut qu'ils puissent savoir s'il y a des pannes, connaître le contexte des pannes, pouvoir anticiper les pannes, apprendre au mieux leur système, corriger les asservissements. Bref, il faut qu'ils connectent leur pompe à chaleur. Le cahier des charges, c'est stocker localement 500 métriques, 500 paramètres, pouvoir les modifier à distance et sauvegarder 60 métriques très importantes dans le cloud. Les sauvegarder pendant 10 ans pour pouvoir jouer dessus leurs algorithmes d'analyse. Voilà, donc le cahier des charges de la boîte à mettre ici, il est assez simple, il tient en 3 lignes. Le plus compliqué, c'est l'environnement. L'environnement côté pompe à chaleur, c'est de l'industriel, c'est de l'électronique industrielle, c'est un automate qui fonctionne en 24 volts, qui va communiquer en mode bus. Le mode bus, c'est un protocole bien documenté. Sur une couche physique RS485, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Ça pourrait presque se faire avec une UART normale. La nuance est dans le presque. Et dans l'environnement, vous avez, on n'est pas dans un data center. On dépend d'EDF, on est chez un particulier, ça va couper au pire des moments, ça va couper quand on est en train d'écrire sur la carte SD, ça va couper. Les installateurs, ceux qui vont installer le produit et l'utiliser, c'est des plombiers. Ils sont aussi familiers avec IPv4 que vous avec la soudure forte. Il faut être clair. Donc il faut faire quelque chose de simple. Un câble Ethernet, on le branche sur la box de Monsieur Tout-le-Monde, ça marche. Et puis ensuite, on a le réseau de Monsieur Tout-le-Monde. Alors là, c'est une catastrophe. Si vous achetez une maison neuve avec les normes NFC 1500, vous avez une prise Ethernet, certes, dans chaque pièce. Je vous conseille de démonter pour rigoler et voir comment c'est câblé derrière. La photo, je l'ai prise chez moi. C'est beau, ça risque pas de marcher. Le cahier des charges de la carte idéale, c'est donc une carte électronique avec un port Ethernet, une alimentation 24 volts, un contrôleur RS485, qui soit approvisionnable quelques années, on appelle ça LTS, Long Time Support, et qui puisse gérer une batterie de secours. Pourquoi? Qui sait parmi vous qui a déjà flingué une carte SD dans un Raspberry? C'est bien 5 personnes. C'est que vous l'avez utilisé, c'est normal. C'est normal. Donc il faut une gestion de batterie. Il faut une gestion de batterie comme un téléphone portable. On n'arrête pas d'écrire sur une carte SD en plein milieu, on la tue. Avec un cahier des charges comme ça, on se doute bien qu'on ne va pas trouver un truc plug and play. On va falloir bricoler un petit peu. Alors j'ai quand même regardé par acquis de conscience les Computer on Module. Computer on Module, c'est un truc pas cher. C'est une petite carte avec le microcontrôleur, avec la RAM et point. Vous vous débrouillez pour faire une carte mère en dessous. Problème, si vous faites une carte mère avec un truc comme ça, là, que ce soit un Raspberry, un IMX, n'importe quoi, ok, sortez des pins là et allez à un port Ethernet. Il faut trouver la société qui est capable de le faire. Il faut trouver la société qui est capable de router une carte avec des impédances contrôlées pour Ethernet.
On ne trouve pas ça si facilement que ça. Ça demande des validations, ça a un coût. Donc tout le coût que vous allez économiser sur le computer on module, vous allez le claquer pour développer la carte électronique. Ça va vous coûter cher. Il vaut mieux prendre quelque chose de tout fait. Donc on a regardé les embedded computers. Le Raspberry, on oublie, il n'y a rien. Pine 64, très intéressant. Il y a une version LTS et il y a du contrôle de batterie intégré. Très très intéressant. Et ensuite, Solid Run et Technologic Systems, c'est des boîtes beaucoup plus pro. Donc eux, il y a du support pro, il y a du RS485, on peut mettre du 24 volts dessus, c'est génial. Le seul problème, il est là. On passe de 30 € à 200 €. Sachant que le retour sur investissement n'est pas immédiat du tout dans ce genre de démarche, l'industriel Amzer ne voulait pas mettre non plus 200 € dans chaque de plus à facturer au client. Donc il voulait un truc pas trop cher. Finalement, la solution retenue, c'est une Pine 64, avec dessus une carte électronique simple, qui est capable de créer du 5 volts, qui est capable de gérer un transceiver RS485, et qui se contente de connecter une batterie lithium-ion sur les bonnes pins de la Pine 64. La Pine 64, elle a un AXP 803, c'est un contrôleur d'alimentation qu'on trouve dans les téléphones portables en fait. Donc c'est très bien, ça gère très bien une batterie, c'est impeccable. On a les événements UDEV qui montent lorsque une perte de courant, enfin c'est voilà, c'est comme un ordi portable. Je vais faire une petite parenthèse sur le stockage. Qui c'est qui connaît Smart dans la salle? Pas mal de gens normalement. Qui c'est qui est capable de m'expliquer la différence entre de la NAND SLC, MLC et TLC? Ah, il n'y a plus personne. Bon, c'est dommage, hein, parce que vos disques durs, c'est ça. La NAND TLC, la NAND, c'est du stockage par bloc. Si vous écrivez 1000 fois sur un bloc, vous tuez le bloc. Il est mort, on peut écrire dessus. C'est ça. La TLC, c'est pas cher, mais c'est ça. La SLC, on écrit 50 000 fois dessus. Par contre, c'est introuvable. C'est très vieux, très cher. La capture d'écran ci-dessus, là, elle vous annonce le pourcentage utilisé sur votre SSD. Donc ça, c'est une commande standard. Vous pouvez la faire sur votre Linux. Ça, je l'ai lancé sur mon PC et ça me dit vous avez utilisé 5% de la durée de vie prévue de votre SSD. Tout va bien. Lorsqu'on arrive à 100% ici, on va commencer à utiliser des blocs de NAND qui sont en spare. Et puis ensuite, on va avoir un gros avertissement, puis après, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Bon. C'est un problème qu'il faut prendre en compte dans mon cahier des charges, puisque ça doit durer 10 ans le système. Combien de fois je vais écrire sur une carte SD de 16 Go en 10 ans? Il faut savoir que si vous écrivez un octet dans un fichier, vous n'êtes absolument pas sûr de ce que Linux fait en dessous. Qu'est-ce qui fait le driver? Vous ne savez pas exactement. Qu'est-ce que fait le contrôleur de la NAND? Vous savez encore moins. Donc en fait, le seul moyen de savoir où vous en êtes au niveau de la gestion des blocs de NAND, c'est d'interroger le contrôleur. C'est Smart. Donc il faut trouver une carte SD qui est capable de faire du Smart. Il y en a 2 sur le marché. C'est pas beaucoup. J'ai retenu celle-là, Transcend Industriel. C'est les seuls qui ont eu la gentillesse de me donner le code source pour Linux pour aller lire le contenu des données Smart. Et c'est super bien, puisqu'en fait, je récupère ma carte SD après 3 mois d'utilisation. Je vais lire dessus ce qui s'est passé. Je sais qu'en moyenne, les blocs ont été effacés 30 fois. Voilà, ou X fois. C'est génial. Il s'engage à faire à peu près 30 000 réécritures de blocs sur de la super MLC. Et ça me permet, moi, de faire une prospective en disant si en 3 mois j'ai utilisé 1%, c'est bon, je suis large, je vais tenir les 10 ans. Le défi suivant, RS485. RS485, RS232, ça parle à quelqu'un? Oui, c'est une UART normale, RS232, avec des niveaux de tension un peu spécifiques, mais c'est une UART normale. RS232, c'est 2 fils en sortie du microcontrôleur. TX, RX. Point terminé. J'envoie, je reçois. RS485, c'est un bus half duplex. Donc il faut un 3e fil. Un 3e fil qui va dire je prends la main sur le réseau avant d'émettre, j'émets et je rends la main. Pour qu'un esclave puisse répondre sur le réseau. Voilà une capture d'écran d'oscilloscope, celui qui est sur mon bureau.
la ligne TX et la ligne driver output enable. Dans l'idéal, il faut libérer le bus un bit plus tard. Si on est à 115 200, on est à 10 microsecondes. Petit quiz. Qui pense dans la salle que l'automate va répondre en 5 millisecondes? Personne? Bah c'est le cas pourtant. Il répond en 5 millisecondes. Il faut aller vite. C'est-à-dire il faut rendre la main très vite. Toujours un petit quiz. Le tic d'un kernel Linux standard, c'est réglé à combien? Qui penche pour la réponse C? 10 millisecondes. C'est bien, c'est une bonne réponse. Il n'y en a qu'un. Voilà, donc le tic d'un kernel, c'est 10 millisecondes. Tous les 10 millisecondes, le kernel prend la main, change de tâche, fait ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas, en user space, faire des timers qui vont être à 100 microsecondes. C'est pas possible. Il faut aller tripoter le kernel pour ça. Il faut passer en développement kernel. En fait, vous retenez un truc, hein, quand vous êtes inférieur à 50 millisecondes et que vous voulez une précision en millisecondes, tapez dans le kernel. C'est pas la peine d'essayer en user space. Pour ça, il faut taper le kernel, il faut faire son image Linux. Il faut faire son kernel Linux, juste pour cette application-là. Il faut le modifier au moins. La valeur ajoutée des cartes à 200 € dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'elles fournissent tout. Elles fournissent un device tree, elles fournissent un environnement de développement, tout ce qu'il faut pour faire son image Linux. Par exemple, pour gérer la batterie, j'ai besoin d'écrire dans le device tree tous les paramètres de la batterie. Combien c'est milliampères-heure, qu'est-ce que c'est comme batterie, quels sont les niveaux de tension, mini, maxi, quels sont les niveaux de tension utilisés pour la jauge de batterie. Le device tree, c'est quelque chose qui est chargé au moment du chargement du noyau Linux. Vous bootez, le device tree est chargé, le noyau Linux le lit et va aller charger les drivers qui sont spécifiés dans le device tree, lire les configurations et les configurer les composants. Donc il faut, pour gérer la batterie, il faut que je puisse connaître très bien le device tree. Et il faut que je puisse le modifier. Bon, donc une board sérieuse à 200 €, elle fournit un DTS, elle fournit un BSP, Board Support Package. Généralement, alors les plus récents, c'est avec Yocto, ça permet de compiler U-Boot, ça permet de compiler le kernel, ça permet d'inclure tous les petits logiciels de base que vous souhaitez. Mais pas la Pine 64. Ouh là 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 là. La documentation de la Pine 64, je l'ai trouvée sur un GitHub chinois. Enfin, du contrôleur d'alimentation, j'ai fini par la trouver sur un GitHub chinois. Et je vous laisse lire cette petite phrase sur ce que Allwinner, c'est le fondeur du système on-chip de la Pine 64. C'est-à-dire qu'en Pine 64, la startup aux États-Unis a décidé de faire une carte open source hardware, etc. Ils l'ont fait, ils ont été chercher un CPU chez Allwinner. Et voilà ce qu'Allwinner a donné à la communauté. C'est moche, hein? Et c'est là que j'ai compris. Une Pine 64, c'est quoi? C'est du hardware d'une tablette chinoise à pas cher. C'est pour ça que c'est pas cher. C'est pour ça que ça boot que Android. C'est pas grave, ils s'en foutent du reste. Ils font le strict minimum. Comment fait la communauté? Personnellement, ça c'est moi. Hein. Voilà, j'ai pleuré. La communauté. Bon, déjà, c'est quoi la communauté? C'est qui la communauté? Qui c'est qui a fait les images Linux qui marchent sur la Pine 64? Deux passionnés. Deux personnes capables, compétentes pour patcher suffisamment un noyau Linux et que la Pine 64 démarre et tourne. Ça tient sur deux personnes. Vous allez me dire, ouais, Raspberry, c'est plus connu, forcément, il y a plus de monde. Armbian, d'après vous, il y a combien de mainteneurs là-dessus? 7. Sur les 7 mainteneurs, il y en a combien qui ont les capacités d'aller tripoter le BSP, d'aller modifier les kernels, d'aller, je sais pas, d'intégrer dans la mainline les trucs utiles? À mon avis, 4, pas plus. Voilà, la communauté, c'est pas grand monde au niveau du hardware très bas niveau. Étape suivante, pour finaliser votre image Linux, alors si vous voulez le faire sur votre Raspberry, si vous voulez le faire sur n'importe quel hardware, le plus simple, vous travaillez sur le hardware. Vous
vous bootez votre système Armbian, vous installez tous les logiciels que vous voulez dessus, vous mettez une petite clé publique pour vous connecter. Moi personnellement, je mets aussi un petit script qui me dicte l'adresse IP dans la sortie jack. C'est super utile. Comme ça, après on le branche sur le réseau et on écoute 192.168.1.76. Impeccable, très utile. Une fois que votre image elle est prête, vous sortez la carte SD de l'appareil, vous faites un resize du système de fichiers et vous copiez bourrinement votre carte SD. Et voilà, votre image elle est prête. On va parler des trucs qui marchent maintenant. Parce que là, 16 minutes sur les trucs affreux, il faut passer un peu de temps sur le truc qui marche. Le software au niveau, c'est facile à côté. La base de données, c'est Warp 10. Warp 10, c'est une base de données Time Series qui est développée par Sense, donc où je travaille. On peut l'embarquer. Sur un Raspberry, on l'a déjà benché, on tourne à 10 000 points par seconde avec des millions de séries. Pour 500 points par seconde avec 500 séries, on est très large. Ça va passer. C'est une base de données Time Series. On pousse des données, on va les lire. Soit on lit un nombre de points, soit on lit une fenêtre temporelle, puisque c'est une base de données de série temporelle. C'est aussi un langage d'analyse qui s'appelle WarpScript. Et un ordonnanceur qui permet de lancer ces WarpScripts tous les X secondes. L'architecture logicielle complète, elle est là. C'est une application Vertex qui va faire le lien entre le Modbus et Warp 10 et qui en fait va aller chercher, via une librairie Modbus existante en Java, qui va aller chercher les données dans l'automate et pousser les données brutes dans Warp 10. Warp 10 va les décoder, va les stocker, les 500 ils vont stocker localement. Warp 10 via un petit runner va aller pousser les données sur un Warp 10 distant. C'est celui-là qui va mémoriser les 60 paramètres pendant 10 ans. Et puis vous avez quelques petits trucs très utiles pour les en temps réel, des WebSockets. Le système embarqué peut aussi envoyer des emails directement pour les alertes. Voilà, c'est l'architecture. Vertex, je ne vous en parlerai pas, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un collègue qui a plus de compétences que moi. Moi, j'ai repris son code et je l'ai adapté. Il faut savoir que Warp 10, pour envoyer des données temporelles, il y a plein de fonctions de compression, il y a plein de fonctions utiles. Si vous avez des paramètres qui ne bougent pas, bah vous ne retenez qu'une seule valeur, etc. Et au final, ça fait 400 KO par jour. C'est négligeable. La sécurité. On est dans l'IoT. Il ne faut pas que le petit malin qui démonte sa pompe à chaleur et va récupérer le contenu de la carte SD, ce qui est super facile, il ne faut pas qu'il puisse aller piquer les données du voisin. Pour ça, Warp 10, ça s'appuie sur un système de tokens. Des tokens, c'est pas un login mot de passe, ça n'a rien à voir, c'est une liste de droits qui sont encodés par une clé maître. Chaque pompe à chaleur a un token unique. Au moins c'est clair. En sortie de chaîne, on écrit un token par pompe à chaleur. On est certain que le bidouilleur qui va aller chercher les tokens sur la carte SD ne pourra pas aller lire les données de la pompe à chaleur du voisin. Et Amzer, qui ont besoin d'accéder eux à toutes les données, ils ont un token qui est moins restrictif, qui permet de tout lire. Et pour RGPD, bah, c'est vachement facile du coup. Vous laissez le client taper directement dans la base de données, aller récupérer ces données, vous lui donnez juste un token pour le faire. Extrêmement simple. On risque pas de faire comme Amazon et d'envoyer les paroles du voisin ou de quelqu'un totalement inconnu qui ont été enregistrées par Alexa, quoi. C'est arrivé récemment. Je vais vous montrer des WarpScripts, parce que c'est rigolo. C'est un langage amusant. Pas beaucoup de temps pour le faire, mais bon. Un WarpScript assez simple. Je prends mon token de lecture et je vais récupérer l'espace disque disponible et la RAM disponible sur le système avec le numéro de série 14237. Exécution, Internet fonctionne. Voilà, je lui ai demandé les 100 derniers jours. J'ai un système qui est très stable depuis son installation. Il y a la RAM qui a diminué légèrement. Il n'y a même pas eu un reboot, rien de spécial. Tout marche bien. Et j'ai 80% d'espace disque disponible. Quand je dis que c'est un langage rigolo, c'est un langage qui est postfixé. Vous écrivez pas 2 plus 2, vous écrivez 2, 2 plus, argument, argument, fonction. Et vous récupérez les résultats sur une pile.
un exemple de lecture et une analyse un petit peu plus compliquée derrière. Je vais aller récupérer l'espace disque disponible. Cette fois, je ne mets pas de sélecteur. Donc de tous les systèmes existants. Ouh là là. Voilà. Tous les espaces disques disponibles de toutes les cartes depuis qu'elles ont démarré. Alors il y en a qui ont démarré il y a plusieurs mois, il y en a qui ont démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir comparer la séquence de démarrage, ramener tout à l'origine. Pour ça, je vais faire plusieurs opérations. Je vais faire une moyenne glissante, une ligne en WarpScript. Ça va me lisser les données, ça évitera qu'il y ait plein de petits pics dans tous les sens. Je vais dégager les données qui commencent trop tôt, parce que ça ne m'arrange pas. Je veux comparer les débuts. Donc en fait, les systèmes qui ont été installés et qui émettaient déjà dans les 2 premiers jours de la période, là, ça ne m'intéresse pas. Donc toutes les datas dont le premier tick est supérieur à maintenant moins le time span plus 2 jours, je les enlève. Et le dernier truc que je vais faire, c'est un time shift. Vous décalez toutes les datas depuis leur first tick. Donc je vais me retrouver en 1970. Et voilà, c'est facile. War10, c'est fait pour analyser les time series. C'est un langage qui est fait pour manipuler les time series. J'ai ramené toutes les données à leur point d'origine et je sais que tous les systèmes se comportent à peu près pareil. Ils démarrent, l'espace disque dur se remplit un peu au fur et à mesure. Ensuite, je commence à cycler les logs. Donc au bout de 7 jours, je commence à effacer. Puis après, j'ai un espace disque qui est quasiment constant. Voilà, ça c'est du WarpScript. Ça surprend un peu au début. Est-ce que j'ai le temps de vous en montrer un autre? Ah, c'est rouge déjà. Non. Bon. Conclusion. Qu'est-ce que va faire Amzer avec tout ça? À ce jour, ils ont ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un système qui remonte, qui fait de la gestion de parc, qui remonte les défauts, qui permet d'analyser les défauts. Mais ils sont dans une super démarche, et c'est une démarche auquel je pousse tous les industriels que je rencontre. Vous collectez plus, collectez des données. Vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire, c'est pas grave. Demain, vous aurez une bonne idée, vous avez déjà les données, vous avez déjà l'infrastructure pour les analyser, vous gagnez 10 ans d'avance sur vos concurrents. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le ROI d'une démarche comme ça, il n'est pas évident. Vous n'avez pas un retour sur investissement immédiat. Vous collectez des données, ça coûte cher, pas trop cher, franchement. Vous collectez les données et quand vous aurez la bonne idée beaucoup plus tard, vous serez très content de les avoir. Donc Amzer, il collecte beaucoup de choses. À terme, ils pourront faire de nouveaux services. Ils pourront faire, avec toutes les données qu'ils ont, ils pourront faire le diagnostic énergétique de votre maison, le vrai. Ah oui, on connaît toute l'énergie qui a été consommée, on connaît la température extérieure, on peut corréler avec la météo, on peut tout faire. On peut faire un super diagnostic énergétique. On peut faire de la maintenance préventive. Quand dans 1 an, ils auront suffisamment de données sur des pannes, ils pourront après modéliser. Bref, c'est un bon avantage. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous utilisez des cartes ARM comme ça, des cartes ARM grand public, open source hardware ou Raspberry ou autre chose, attention, attention. Trouvez les bonnes compétences. Trouvez des mecs un peu comme moi là, qui peuvent faire le grand écart entre le hardware et le software. Parce que ça va être dur à mettre en place. Ça va être très dur. Il faut taper le kernel, il faut taper le BSP. C'est pas évident. Pas des compétences que tout le monde a. Quand vous regardez la communauté, il y a très peu de gens finalement. Et la deuxième conclusion, Warp10, ça marche bien, c'est bien documenté, c'est simple. WarpScript, ça s'apprend vite. Moi, je suis électronicien, je l'ai appris en 1 mois. Alors, des informaticiens compétents comme vous, ça devrait se faire en 1 semaine. Voilà, c'était le mot de la fin.